de susciter de l'information mais de la communication, comment comprendre comment on cristallise nos cultures dans nos territoires de manière à améliorer nos pratiques et aussi nos comportements, on va le voir un petit peu après. Il y a un axe important sur les territoires et les réseaux, voir le lien qui existe entre les espaces géographiques et les communautés, et vous avez vu qu'en filigrane apparaît régulièrement ce terme de transition, et ce que nous on appelle plus exactement les transitions, en prenant base sur la transition socio-écologique, dont on va parler aussi après. Vous verrez aussi que derrière nos activités, il y a une trame forte d'intégration dans les territoires et en particulier un désir, un besoin justement de comprendre ce qui se passe. Comprendre pour agir et pour changer, comme je vais le montrer un petit peu après. Et pour cela, il faut observer, donc mettre en place des systèmes d'observation, parfois complexes mais pas compliqués, c'est une grande différence importante, qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe et d'avancer dans ce sens-là. Nous avons aussi un axe sur la gouvernance participative, monsieur le recteur en parlait aussi un instant, sur la participation des citoyens, et on dirait même la participation de toutes les strates de nos sociétés, des stakeholders, comme on dit, c'est-à-dire de toutes les parties prenantes, mais aussi, bien sûr, du citoyen jusqu'aux décideurs. Donc on est vraiment convaincu que ces nouveaux modes de gouvernance sont parfois à inventer ou en tout cas à développer en prenant exemple sur ce qui se passe un petit peu partout. Et c'est bien l'objectif du réseau de mettre tout ça en musique. Deux axes transversaux fondamentaux aussi, la thématique de la vulnérabilité et de la résilience, comment justement en relation avec les autres axes, quelque chose de transversal, hein, qui va alimenter tous les autres, comment faire en sorte de mieux construire les résiliences des territoires et des populations, lutter contre leur vulnérabilité et bien entendu, last but not least, comme on dit en joli français, l'importance de prendre en compte le genre dans les territoires, dans les communautés, comme étant une dimension à part entière sur laquelle on doit encore énormément faire de progrès dans toutes nos civilisations, quelles qu'elles soient. Ce réseau est pas alimenté, mais structuré par toute une série d'outils en ligne, puisque dès qu'on est international, au niveau international, il faut pouvoir travailler en dehors des moments où nous nous voyons. Alors, un site internet que je présente ici rapidement, donc, qui est inti.hypothèse.org. Donc, vous voyez aussi, il y a bien sûr l'annonce du colloque de Béjaïa, donc dans lequel on retrouve pas mal d'informations et ce qui se passe au fur et à mesure. C'est aussi là qu'on a, par exemple, l'invitation des différents collègues qui peuvent venir travailler dans différents endroits, mais aussi un endroit où on peut s'inscrire à une liste de diffusion. Donc je vous conseille très, très fortement de pouvoir vous inscrire à cette liste de diffusion si vous voulez avoir plus d'informations, non seulement sur le réseau, mais surtout sur les actions que font chacun des collègues, des acteurs des différents territoires qui sont membres du réseau d'intelligence territoriale. Nous avons aussi un endroit où nous pouvons partager tout ce que nous présentons pendant les colloques. C'est sur le site SlideShare, qui est bien connu pour ça, où on partage nos diapos, et celui que je suis en train de présenter sera publié d'ici quelques jours sur cet endroit-là. Vous pouvez retrouver énormément de publications, et c'est un site qui a une très très grosse audience. Donc c'est très intéressant d'y être présent. Bien sûr, une chaîne YouTube dans laquelle nous présentons le concept d'intelligence territoriale et nous faisons des micro-interviews de pas mal de collègues pour montrer aussi ce qui se passe et ce qui se fait comme action de terrain en intelligence territoriale. Une page Facebook, que je vous conseille aussi très fortement, très très utile pour pouvoir suivre ce qui se passe dans le réseau, et puis un compte Twitter qui est intéressant. Tout cela ne serait rien sans une publication en ligne très importante. Alors là, nous sommes très concentrés sur ce travail-là. Il s'agit d'utiliser une plateforme que propose le CNRS en France, qui est gratuite, dans laquelle nous avons une collection scientifique de l'intelligence territoriale et qui nous permet de publier tous les actes quand nous voulons les mettre en ligne. Parfois, il y a des doubles lectures, parfois, il y a des publications papier, mais tout ce qui n'est pas directement en papier, par exemple, peut au moins être disponible dans les archives ouvertes de ce genre-là. Donc, je vous conseille aussi d'aller les consulter. Il y a à peu près 1 millier de documents recensés pour l'instant, et chaque colloque, chaque séminaire, chaque journée d'études permet encore de l'augmenter.
Maintenant, je voulais avoir le temps de vous donner quelques pistes de réflexion dans nos activités liées à l'intelligence territoriale. J'ai rapidement tout à l'heure exprimé le fait que nous sommes en train de remonter un groupe de recherche internationale qui est d'ailleurs coordonné par Serge Ormeau, président de séance aujourd'hui, et dans lequel nous voulons donner quelques pistes nouvelles de recherche, de réflexion. En tout cas, on pense qu'il est urgent de s'y pencher. Par exemple, ce qu'on appelle des questions frontières sur lesquelles nous n'avons pas beaucoup travaillé encore jusqu'à présent. Les neurosciences nous expliquent beaucoup de choses sur le fonctionnement du cerveau individuel, mais pour l'instant, pas beaucoup encore d'informations, ou en tout cas de connaissances claires sur qu'est-ce qui se passe quand ces cerveaux individuels font société et comment ça s'organiser en groupe. Nous parlions par exemple un petit peu avant avec certains collègues et représentants des partis civils du fait que nous avons souvent un problème de compréhension de l'espace public par nos concitoyens et le fait que dès qu'on est en dehors de chez soi, l'espace qui nous regroupe fait partie en fait de ce qu'on appelle un bien commun. Et qu'en tant que tel, on doit aussi exprimer notre solidarité et on doit aussi y faire attention, tout simplement pour le dire ainsi. Là, on est dans cette idée de comment fonctionnent les cerveaux quand ils sont en société et jusqu'à quelle taille on arrive à faire société. On s'est rendu compte, par exemple, que sur les études liées aux amitiés, entre guillemets, mais aux relations dans les réseaux sociaux de type Facebook, au-delà de 250 à 300 connaissances, amis dans son réseau, une personne n'est plus capable vraiment de réussir à faire société, c'est-à-dire à réussir à comprendre son réseau et ses relations. Donc comment ça fonctionne par rapport à nos villes, par rapport à nos villages, il y a encore beaucoup de travail à mener là-dessus. On a aussi beaucoup de travail à mener, enfin de recherche à mener sur ce qu'on appelle la rationalité du comportement de l'homo economicus, qui est fortement remise en cause à l'heure actuelle, même si elle a été défendue pendant pas mal d'années. On se rend compte que plus le temps passe, plus on a de difficultés à savoir qu'est-ce que c'est que l'économie, qu'est-ce que c'est que l'homme économique là-dedans, et si son idée est juste d'acheter et d'acheter encore, au bout d'un moment, il n'y aura plus rien à acheter, pour faire une petite blague là-dessus. Donc, sur la gestion des déchets, puisqu'il s'agit bien sûr d'une thématique forte qui nous regroupe ces jours-ci, on va aussi aller profiter de ce qui se fait dans d'autres disciplines, comme on l'a dit tout à l'heure, non seulement dans le secteur médical, le secteur de la santé, mais aussi dans le secteur de la sociologie, et en particulier, ou plus précisément, de la psychosociologie. Un déchet qui se voit peut être gênant et pour cause, mais il y a aussi beaucoup de déchets qui ne se voient pas. Et c'est parce qu'ils ne se voient pas qu'ils ne sont pas là, tout comme la contamination, la pollution, en particulier celle de l'eau ou celle de l'air, ne se voit pas toujours et pourtant existent. Donc comment est-ce qu'on arrive à en prendre conscience? Comment est-ce qu'on arrive à sensibiliser nos concitoyens et à agir ensemble sur ces problématiques-là? Par exemple, ici, sur Béjaïa, on a eu l'épreuve avec les éboueurs de la mer qui a bien fonctionné pour ce genre de choses et qui est une action qui se répète régulièrement. Vous voyez, donc il y a déjà des actions qui se mettent en place par rapport à ça. Et on sait qu'en psychosociologie, ce sont des éléments qui permettent de sensibiliser au fur et à mesure non seulement les acteurs de ce type d'action, mais aussi ceux qui participent de loin ou ceux qui simplement voient ce type d'action exister. Et en particulier sur la base des travaux de Di Clemente, qui était justement un médecin psychologue et psychiatre plus exactement, on sait aussi que les comportements humains sont régis par des cycles un petit peu compliqués dans lesquels on passe par des phases qui ne sont pas toujours très linéaires comme sur ce schéma, mais on peut très bien revenir en arrière dans nos comportements. Alors, on ne parle pas seulement d'addiction au sens, par exemple, arrêter de fumer ou ce genre de choses, mais on peut parler d'addiction aussi à la consommation, d'addiction à nos comportements habituels. La voiture plutôt que ceci, ou que le vélo, ou le transport public. Alors, c'est un modèle que l'on utilise énormément avec les services publics à l'heure actuelle, avec lequel moi je travaille beaucoup avec des collectivités, alors pas seulement celle de la ville de Besançon d'où je viens, mais d'autres collectivités en France et à l'étranger, en Amérique du Sud en particulier, et qui portent ses fruits sur comment on va réussir à améliorer un petit peu la sensibilisation et le comportement de nos concitoyens. Et pour ce faire, on a par exemple ce qu'on appelle les nudges. Le principe part du fait que dans nos services publics, on sait qu'on a 4
manière de pouvoir agir à l'heure actuelle sur une population, ou les faire agir. L'idée d'informer, de sensibiliser, bien sûr, d'inciter les comportements par des aspects financiers. Serge Guillemin de la ville de Besançon nous en parlera certainement à l'occasion d'une de ses présentations. On peut aussi légiférer, tout simplement, en posant des lois qui interdisent ou qui, au contraire, autorisent autre chose. Et puis, bien sûr, on peut et on doit donner l'exemple. Par exemple, il est étonnant qu'encore en France comme en Allemagne, où on développe énormément le photovoltaïque, il n'est pas obligatoire de mettre du photovoltaïque sur les nouveaux bâtiments publics. C'est une hérésie, alors qu'il y a un problème de cohérence entre les actions, les faits, et ce qui se dit, y compris dans la loi d'ailleurs. Alors, le principe du nudge, qui vient donc de deux collègues que je cite ici, qui est un juriste et un économiste en 2008, c'est de permettre aux services publics, par exemple, d'influencer de manière positive les comportements. Le petit coup de pouce, vous voyez là, le dessin tel qu'il est donné, le petit coup de pouce qui manque en fait pour permettre d'avoir des comportements, on va dire, plus faciles et plus simples pour notre santé et notre environnement. Par exemple, proposer des choix par défaut qui sont plus efficaces, qui sont moins dangereux pour la planète, mais aussi avoir recours à des présentations ludiques, en fait, etc. Il y a plein de petites solutions comme ça, qui sont plus efficaces à l'heure actuelle que les 4 autres piliers qu'on a vus. Donc il existe des expériences, des exemples dont on peut tenir compte et dont on peut s'inspirer régulièrement. Je cite simplement le site futerrible.com, puisque tout ce que je vous présente vient d'eux. On insiste aussi énormément dans le réseau d'intelligence territoriale sur l'approche globale. L'approche globale que nous a appris au départ la pyramide de Maslow, sur l'autre Maslow, comme je dis toujours, puisque l'intérêt, c'est de dire on a tous des besoins, mais des besoins à différents moments de la vie, et que tous ces besoins-là sont importants, et si on n'arrive pas à compléter celui qui est au-dessus, on revient en arrière. Cette vision-là a inspiré aussi Edgar Morin sur cette question de l'approche globale de nos nécessités et de nos difficultés qui nous oblige, on va dire, à penser un petit peu le monde autrement, pas seulement de manière très sectorisée, mais justement de manière très globale, en pensant un peu à tout, c'est-à-dire aussi bien à l'éducation qu'à l'environnement, qu'à nos manières notre mobilité, mais aussi les systèmes éducatifs, etc. Comprendre, agir, changer, on le peut tous, même si on doit encore lutter contre une forme d'hégémonie culturelle un peu, disons, régulière. Alors, pour ce faire, on a des outils. On peut, par exemple, lutter contre ce que Lippmann appelait les illusions nécessaires et faire en sorte que tous ensemble, nous ne soyons pas prisonniers de systèmes qui nous font croire qu'on a besoin du dernier iPhone ou de la dernière voiture ou du dernier produit, je ne sais pas quoi. On peut aussi sortir de ce problème de la surconsommation qui fait qu'on va consommer plus que ce dont on a besoin et donc du coup par là produire aussi plus de déchets. On peut aussi réfléchir à comment on produit nos produits, justement. On a une petite blague qu'on dit tout le temps dans le réseau INTI et que je répétais ce matin aussi, c'est le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. On peut aussi réfléchir à comment on va emballer nos produits. On peut réfléchir à mais de quoi j'ai besoin réellement en termes de consommation pour vivre, pour survivre et pour respecter la pyramide de Maslow dont on parlait tout à l'heure. Donc on peut ensemble lutter contre ces illusions nécessaires. Chomsky nous en parle, je ne fais que le citer. On a aussi des petits cours d'autodéfense intellectuelle dans la suite de Chomsky qui nous permettent d'aller dans ce sens-là pour co-construire ensemble des territoires intelligents. Il y a des expériences comme le réseau Transition que je voulais rapidement citer ici avec le film Demain que je vous conseille fortement pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui met en particulier dans la balance la question de travail, activité, revenus de base. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à vivre ensemble autrement? Est-ce que nous avons besoin tous d'être dans un système de salariat qui crée des relations sociologiques et ethnologiques complexes sur une base, on va dire, de domination? On peut peut-être faire autrement et nous devons réfléchir à ce genre de choses. On pense à l'heure actuelle et rien que Eric Olin Wright, qui est quand même quelqu'un qui est très très connu dans le secteur de la recherche et au niveau de l'ONU et de l'UNESCO, va lui aussi dans le sens de mettre en place un revenu universel de base qu'on pourrait imaginer autrement.
Alors on nous dit toujours, ok, mais tout ça c'est bien gentil, mais ça vient de l'éducation. Alors qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'éducation? On voit bien que nos systèmes, à l'heure actuelle, atteignent des limites aussi. Et nous, en tant qu'universitaires, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et comment on se remet en cause, éventuellement, sur nos actions de formation et nos actions de recherche? Eh bien, il existe aussi là-dessus des expériences dont on pourrait s'inspirer, ou en tout cas retravailler, dont on pourrait retravailler les méthodes, comme en particulier le réseau qui s'appelle REVO, R-E-E-V-O, dont je présente ici quelques alternatives, et qui explique qu'on a, dans le monde entier, des gens qui tentent des systèmes de formation alternatifs, depuis les primaires, enfin même depuis la maternelle, jusqu'à l'université. Il existe tout un pan de recherche intéressant, donc d'où l'intérêt de la pluridisciplinarité, s'inspirer de ce qu'en font nos collègues en didactique pour essayer de construire un monde un petit peu meilleur, où on serait plutôt sur l'image qui est à gauche que sur celle qui est à droite. On peut aussi imaginer de nouveaux types d'économies. Par exemple, à l'heure actuelle, en Europe, il existe énormément, et pas seulement en Europe, dans beaucoup de parties du monde, des monnaies complémentaires locales, ce qu'on appelle des monnaies locales complémentaires, des monnaies alternatives qui permettent non seulement de favoriser de l'économie locale, de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire, qui fait en sorte que justement tout ce pan d'économie, d'échange dont on a besoin au quotidien pour manger, pour se bouger, pour vivre et pour les loisirs, peut se faire sur son propre territoire avec une monnaie complémentaire locale. Ça demande un dispositif juridique adéquat, bien entendu, derrière pour que ce soit possible. Ça demande de la volonté de beaucoup de gens, concrètement, d'associations qui mettent ça en place, mais ça fonctionne très bien, en particulier avec les principes de l'économie sociale et solidaire, qui permettent aussi de sortir de ces modes de surconsommation et de surproduction absolument délirante, comme on le voit à l'heure actuelle dans nos systèmes français. Et tout cela, mais aussi en Europe, et tout cela fonctionne donc dans l'économie sociale et solidaire, avec des principes d'économie circulaire, avec des schémas de ce genre-là, pour ne pas les citer. Je conclus avec ce que disait notre regretté Bernard Maris, qui, dans son anti-manuel d'économie, qui a été tué au siège de Charlie Hebdo le 7 janvier 2000, je ne sais plus maintenant, 2015, et qui disait, ce que je mets en bas, le désir d'être devrait, ou en tout cas, se substituera au désir d'avoir. Et je pense que c'est une phrase qui devrait beaucoup guider nos activités à venir. Et sur ce, je vous remercie.